sanglante au Kenya. Jeudi 2 avril, des terroristes islamistes font irruption sur le campus de l'université de Garissa. Ils massacrent méthodiquement 148 personnes. Les victimes ne sont pas choisies au hasard. Seuls les étudiants chrétiens sont assassinés alors que les bourreaux épargnent les musulmans. Un attentat que le groupe somalien Shabab prétend avoir commis en représailles à la guerre menée par les troupes kenyanes contre les rebelles islamistes en Somalie. Le massacre de Garissa est le plus meurtrier que le Kenya ait connu depuis l'attaque de l'ambassade américaine par Al-Qaïda en 1998. En 2013, c'est un centre commercial de la capitale qui avait été visé par les Shabab. Face à la menace terroriste, Nairobi promet de lutter avec détermination pour la sécurité du Kenya, un pays qui attire chaque année des centaines de milliers de touristes grâce à ses célèbres safaris. Cette semaine, dans Focus, on vous emmène au Kenya. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Focus. 215 000 $, c'est la récompense promise par la police kenyane à celui ou à celle qui communiquera toute information pouvant conduire à l'arrestation de Mohamed Mohamoud. C'est le cerveau de l'attentat du campus de Garissa. Un peu moins de 2 semaines après le massacre, où en est-on de l'enquête? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous. Yann Wafula, bonsoir, vous êtes journaliste et vous vous trouvez à Garissa précisément. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Yann, on connaît le cerveau de l'attaque de Garissa, mais est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui sur les tireurs qui ont été identifiés par les autorités kenyanes ? Eh bien, ce que nous savons jusque-là, c'est qu'au moins 4 tireurs ont été tués, mais le nombre des militants qui ont participé à l'attaque est toujours incertain. Lorsque vous parlez aux rescapés, certains donnent des chiffres différents. Ils parlent de 6, 7 et même 10 personnes. Donc on ne sait pas vraiment combien il y en avait. En revanche, nous savons que l'un des assaillants a été identifié. Il s'agit d'Abdelrahim Abdoulaye, qui a surpris tout le monde, puisqu'on entend souvent que les jeunes qui sont recrutés dans Al-Shabaab viennent en général de familles défavorisées. Mais pour lui, ce n'était pas du tout le cas. Il vient d'une famille très aisée. Il était le fils d'un officiel du gouvernement. Il avait étudié le droit à l'université de Nairobi et son père avait même travaillé dans une banque. Donc cette histoire change le narratif concernant la manière dont les jeunes sont radicalisés. Il ne s'agit plus seulement de personnes au chômage, des pauvres. Et jusqu'ici, c'est seul le terroriste qui a été identifié. Yann, dans quel état d'esprit vous avez trouvé les habitants de Garissa? Est-ce que sur place, les gens ont peur d'une nouvelle attaque? Eh bien, si je dois comparer cette semaine à la semaine dernière, on peut dire que l'atmosphère cette semaine est plus décontractée. On ne ressent plus la tension comme on l'a ressentait la semaine dernière. Mais bien sûr, les gens sont en colère. Ils demandent des explications au gouvernement. Ils veulent savoir pourquoi cette attaque a eu lieu à Garissa. Ce n'est pas la première fois que l'on voit une attaque terroriste à Garissa. La majorité des résidents ici disent que la corruption est la raison pour laquelle on voit toutes ces attaques. Par exemple, certaines des armées utilisées pour tuer des étudiants ici à Garissa sont bienvenues de quelque part et elles ont dû traverser des checkpoints. Est-ce que la police ne les avait vraiment pas vues? Je ne pense pas. Certains disent que la police a reçu de l'argent pour faire passer ses armes et d'autres choses illégales. Donc ils disent que la corruption est la vraie cause du terrorisme dans le pays. Alors Yann, c'est malheureusement pas la première fois que le Kenya est frappé par le terrorisme. De quelle manière la terreur influe-t-elle sur la politique du gouvernement kényan ? Eh bien, lorsque le président s'est adressé au peuple quelques jours après l'attaque, il a pointé le doigt sur le manque de personnel dans les forces de police. Alors, il a demandé d'ajouter au moins 10 000 recrues qui ont immédiatement commencé leur formation. Cela a créé une controverse, puisqu'au départ, la Cour de justice avait annulé ce recrutement parce qu'il avait été troublé par la corruption. Mais le jour du discours, le président a pris les choses en main et il est passé au-dessus de la décision de la justice. Donc on attend de voir au moins 10 000 nouvelles recrues dans les services de police. Selon le président, cela va améliorer la sécurité du pays en ajoutant des policiers. Une dernière question sur la communauté musulmane qui est minoritaire dans votre pays. Comment a-t-elle vécu le massacre? Est-ce que chez vous aussi, on a eu peur de l'amalgame? Il y a absolument un fossé entre les musulmans et les chrétiens, mais je veux aussi signaler que la perception générale des gens ici, c'est que les terroristes sont ceux qui veulent séparer chrétiens et musulmans et ils disent qu'ils ne vont pas accepter cela. Les leaders musulmans et les leaders chrétiens ont discuté, ils ont décidé qu'ils ne se laisseraient pas séparer par ce groupe terroriste. S'ils laissaient les choses se passer comme ça, cela voudrait dire que les terroristes ont gagné, qu'ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire séparer deux communautés. La majorité des musulmans ne soutiennent
soutiennent pas les activités de ce groupe et il en est de même pour les chrétiens. Donc ils sont sur la même page. Ce terrorisme ne doit pas diviser le pays. Yann Wafula, journaliste en direct de Garissa, merci infiniment pour tous ces éléments. Merci à vous. Avec un taux de croissance soutenu, le Kenya est la première économie d'Afrique de l'Est. Pourtant, malgré l'émergence d'une classe moyenne, la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire demeurent des enjeux majeurs de développement pour le pays. Pour aller plus loin, je vais m'adresser à présent à un expert en économie, justement. Il s'appelle James Shikwati. Bonsoir, monsieur Shikwati. Merci à vous. Alors, autant dire tout de suite, pour vous, l'aide internationale apportée au Kenya n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie du pays. Oui, vous savez, nous venons d'un milieu où les systèmes d'aide traditionnels ont eu un impact négatif sur l'Afrique, dans le sens où les leaders africains ont laissé leurs responsabilités aux mains des donneurs. Lorsqu'il s'agit de développer l'économie, de diriger les systèmes, de sécuriser leurs propres frontières, les leaders ont toujours cherché des étrangers pour apporter les solutions aux pays africains. Dans ces cas-là, les appels à l'aide ne m'inspirent pas du tout, puisqu'ils transfèrent la responsabilité des Africains aux étrangers. En somme, ce que vous prétendez, c'est que les bailleurs internationaux ne sont pas les bienvenus au Kenya. Eh bien, il ne faut pas dire que c'est nécessairement mauvais pour l'économie. Il faut plutôt regarder l'impact, les effets secondaires de ce que j'appellerais les bonnes intentions. Si on regarde le cas du Kenya, on a une situation où les politiciens disent que le pays peut se gérer seul. Mais lorsqu'il y a des problèmes importants qui affectent le pays, vous verrez les politiciens chercher l'aide d'autres pays, malgré le fait que les Kenyans ont la capacité de résoudre leurs propres problèmes. Par rapport à d'autres économies africaines, vous direz que l'économie kenyane est développée ? Oui, dans la région est de l'Afrique, le Kenya est l'économie la plus importante. L'année dernière, l'économie kenyane a connu une croissance de 25%, de 40 milliards de dollars à 53,4 milliards de dollars. Ce qui veut dire que l'économie kenyane est une économie à revenu moyen et donc elle attire plus d'investisseurs. Le Kenya a de meilleures infrastructures que ses voisins et c'est ce qui le rend très attirant pour les compagnies étrangères. Certains installent leur QG ici, donc si on regarde la région, le Kenya est toujours un élément clé de l'économie. James Kitwati, économiste kenyan, merci infiniment pour toutes ces explications. Allez, le top 5 de l'actualité au Kenya, c'est tout de suite, en bref et en images. Le président américain Barack Obama se rendra au Kenya comme prévu en juillet, malgré l'attaque terroriste à l'université de Garissa, plus tôt ce mois-ci. Il s'agira de la première visite d'Obama au pays natal de son père en tant que président. Il y assistera à la 6e édition du sommet global de l'entrepreneuriat. Les groupes militants pour les droits de l'homme au Kenya ont exhorté le gouvernement à changer la loi sur la prévention du sida qui criminalise les femmes enceintes transmettant le virus à leur bébé. La loi a été décrétée pour freiner la propagation du sida au Kenya. Le mois dernier, la Cour de justice locale a déclaré que certaines parties de cette loi étaient anticonstitutionnelles. Une étude publiée le mois dernier place les femmes kenyanes parmi les plus connectées du monde. Le rapport décrit les téléphones mobiles comme un outil d'autonomisation pour les femmes. L'étude place aussi l'égalité des sexes au Kenya à la 37e place parmi 142 pays. La semaine dernière s'est déroulée la 63e course de voitures annuelle dans un safari au Kenya. Le gagnant a traversé la ligne d'arrivée 13 secondes avant son successeur, une marge de temps qui bat le record de la plus petite dans l'histoire de cette compétition. Le DJ suédois mondialement connu Avicii vient de s'acheter une maison de vacances luxueuse sur la plage de Malindi au Kenya. La maison de la star de 25 ans compte 8 chambres et s'étend sur un terrain de 25 hectares. Ils ont passé leurs vacances au Kenya en 2011. Depuis, le Kenya ne les a plus jamais quittés. Paul et Gail Woods, un couple britannique de Manchester, n'ont pas supporté la misère des enfants kenyans dans les rues de Mombasa. Alors pour donner de l'espoir à ceux qui n'en ont plus, ils ont décidé de fonder une ONG, elle s'appelle Gap Kenya Charity. Bonjour à tous les deux, Paul et Gail. Bonsoir. Merci à vous. Alors Gail, honneur aux dames, je vais m'adresser à vous en premier. Vous étiez infirmière en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller au Kenya avec votre mari et surtout à y rester ?
Eh bien, j'ai travaillé en tant que sage-femme ici au Royaume-Uni pendant 30 ans. Mais en 2011, nous sommes allés au Kenya pour les vacances. C'était des vacances normales, mais nous avions décidé d'aller plus à l'intérieur de la ville pour une visite. Et quand nous étions là-bas, nous avons vu les enfants dans la rue. Ils étaient couchés sur les trottoirs et les gens les ignoraient. Ils passaient à côté d'eux, ils leur marchaient dessus et ils ne les regardaient pas. Ça nous a vraiment touché le cœur lorsque nous avons vu ces enfants. Nous sommes des chrétiens et pour nous, c'était comme si nous avions été appelés pour aider ces enfants de la rue. Et c'est là que nous avons pris la décision de le faire. Paul, parlez-nous un petit peu de l'activité de votre ONG. Eh bien, en fait, il y a 3 parties dans notre activité. Premièrement, nous avons un programme alimentaire où on va nourrir les enfants dans la rue et aussi dans d'autres sites où ils sont. Le but est aussi de briser la glace, d'apprendre à les connaître parce qu'ils sont très tendus même quand vous essayez de les aider. Ils ont été maltraités et on leur a même déjà donné de la nourriture empoisonnée. Deuxièmement, nous avons aussi un genre de garderie où les enfants viennent pour manger, se laver leurs vêtements et puis on essaye de leur montrer qu'ils sont importants pour nous. Et enfin, nous avons une maison qui peut accueillir jusqu'à 10 enfants qui viennent de la rue et qui peuvent vivre là-bas avec un couple kényan qui les accueille comme des enfants adoptifs. Ils sont là-bas, ils vont à l'école tous les jours. Ils réussissent très bien à l'école en ce moment. Donc voilà les 3 choses que l'on fait. Est-ce que vous voulez bien, pour finir, nous raconter peut-être l'histoire ou la trajectoire d'un enfant que vous avez réussi à sauver au Kenya? Il y avait un garçon qui s'appelait Ali. Il est venu vers nous et nous l'avions installé dans la maison et il allait à l'école. Il a commencé parmi les derniers de sa classe, mais doucement, avec beaucoup de travail acharné, il a commencé à s'améliorer. Et en décembre, il a fait ses examens de l'école primaire et il a eu de très bons résultats. Son rêve est de devenir ingénieur d'avion. Je ne sais pas s'il va y arriver, mais nous allons l'aider du mieux que l'on peut pour qu'il y arrive. Alors pour être très concret, si les gens qui nous regardent souhaitent faire un don à votre organisation, comment on doit s'y prendre? Oui, le moyen le plus simple, c'est d'aller sur le site internet. Il y a plusieurs manières de faire des dons d'argent en ligne. Tout est expliqué sur le site gapkenya.com. Notre adresse email est sur le site si jamais les gens veulent communiquer avec nous ou recevoir plus d'informations. Paul et Gail Woods, citoyens engagés, merci infiniment pour ces explications. Merci et bravo pour votre mission. Une faune sauvage époustouflante, des paysages modelés par le Rift, le Kenya est sans doute l'une des plus belles destinations pour les amateurs de safari. Et ce soir, on va précisément vous emmener à Nairobi, au parc national de Nairobi, où nous attend Daniel. Daniel, bonjour, vous êtes guide touristique. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors rassurez-moi d'abord, vous êtes mis loin des lions, j'espère, hein, pas de danger. Les lions ? On ne les a pas encore vus, mais peut-être plus tard. Je crois qu'ils dorment encore en ce moment. Maybe later. Alors évidemment, beaucoup de touristes choisissent le Kenya pour ses safaris. Quelle formule vous recommandez au sein du parc national de Nairobi? En général, on recommande de visiter nos parcs nationaux. Et l'un de ces parcs que nous recommandons à nos touristes, c'est la fameuse réserve naturelle de Masai Mara, qui figure d'ailleurs parmi les 7 merveilles du monde. On recommande à nos clients de faire des safaris de plus de 4 jours, parce que cela augmente leur chance de voir le Grand 5. Alors tous ceux qui ont fait un jour un safari parlent beaucoup du jeu du Big Five. Ça consiste en quoi exactement? Le Big Five, ce sont les animaux les plus agressifs que l'on trouve dans les parcs naturels. Il y en a 5, c'est pour ça qu'on appelle ça le Big Five. Le premier animal du Big Five, c'est l'éléphant. Comme vous le savez, l'éléphant n'a pas d'ennemis à part les êtres humains. Il y a aussi le buffle, qui est considéré comme l'un des animaux les plus agressifs que l'on a et qui peut survivre seul. Le troisième, c'est le rhinocéros, qui est un animal très agressif. Il peut vivre et survivre également seul. Ensuite, on a le lion, le roi de la jungle. Et puis le dernier, c'est le léopard. Comme vous le savez, les léopards pèsent près de 65 kg. Ils peuvent transporter le double de leur poids et grimper avec sur un arbre. Donc lorsqu'ils tuent un impala, ils le transportent en haut de l'arbre pour le manger là-bas. Donc il est considéré comme l'un des animaux les plus agressifs. Daniel, est-ce que vous guidez vos touristes en pleine immersion dans la faune ou bien est-ce qu'il existe des zones réservées pour les touristes? Nos touristes sont emmenés dans des parcs naturels qui sont sous le contrôle du gouvernement. Et tout ce qui est dans ces parcs est naturel. Ce n'est pas un zoo.
ce sont des zones protégées pour les animaux sauvages. Donc oui, les touristes vont dans l'habitat naturel des animaux, là où ils vivent en liberté, ce sont de vraies réserves naturelles. Daniel, est-ce que l'attaque de Garissa a eu un impact sur l'industrie du tourisme ? Eh bien, on ne peut pas dire que nous n'avons pas été affectés, puisqu'il y a eu quelques annulations. Pour la haute saison qui arrive en juin, nous avons beaucoup de réservations et de demandes. Mais oui, nous avons été affectés d'une certaine manière. Daniel, guide touristique à Nairobi, merci pour ces explications. Thank you so much and, merci beaucoup, merci pour cette opportunité. Thank you so much. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce focus sur le Kenya. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux et restez focus. À la semaine prochaine.